Bienvenue dans cette vidéo complète sur le clustering. Aujourd'hui, on entrera en détail sur les aspects fondamentaux et surtout les techniques avancées de cette méthode de regroupement des données. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'une série de vidéos de formation en data mining et la dernière vidéo parlait particulièrement de la réduction de dimensions qui est une étape très importante en machine learning et je vous laisserai donc le lien quelque part là en haut. Avant de commencer, il est important de préciser qu'en ligne, vous avez assez de formations sur le machine learning et l'idée de ces vidéos, c'est pas de vous donner ces mêmes types de formations. C'est de vous donner les éléments fondamentaux, les aspects mathématiques. Qu'est-ce que ça signifie le clustering? Vous utiliserez des logiciels qui vous permettront d'effectuer ces choses-là de façon générale et vite fait, mais sans nécessairement comprendre les fondamentaux. Qu'est-ce qui se passe en arrière? Quelle est la logique mathématique qu'il y a derrière cela? Donc c'est plus une série de formations orientées académiques plus que pratiques, Donc c'est ça l'idée. Je pense que c'est ça qui fait la différence fondamentale entre celui qui est data scientist et celui qui fait la data science. Il y a une grosse différence entre les deux. Sans plus tarder, entrons dans le corps du sujet qui est le clustering. Dans quel contexte est-ce qu'on parle de clustering? Alors, le clustering, c'est une méthode de regroupement de données qui est également très souvent assimilée à ce qu'on appelle la classification. La différence fondamentale qu'il y a entre le clustering et la classification, c'est que la classification est une méthode de regroupement des données sur des données étiquetées. Dans les premières vidéos, je pense qu'on a parlé de cela. Tandis que le clustering, c'est plus une méthode de regroupement de données sur des données non étiquetées. Donc, on ne sait pas exactement ce que c'est, quelles sont les données que l'on a, quelle est la nature des données, mais on veut regrouper voilà, ces données-là en fonction de plusieurs critères que l'on verra dans la vidéo. Alors, commençons directement. Le clustering, comme je viens de le dire, ça s'applique plus dans le contexte de ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé, qui est que justement, on apprend un modèle à reconnaître certains paths, à regrouper des communautés, mais sans toutefois étiqueter cela. Ok, on ne lui donne pas des données étiquetées. C'est ça la différence principale. Donc maintenant, comment est-ce qu'on applique ou on effectue le clustering? Il y a des éléments très importants qui entrent dans ce qu'on appelle une méthode de classification ou bien le clustering dans notre cas particulier. Ici, on parlera des ingrédients du clustering, notamment la collection. La collection ici, c'est ce qu'on appellera la donnée. Qu'est-ce que l'on a comme donnée? À côté de cela, il y a également ce qu'on appelle la matrice de dissimilarité, qui est quelque chose dont je reviendrai dans quelques instants. Mais en gros, comme je voulais expliquer, le but du clustering, c'est de dissocier des communautés, de regrouper, des communautés, d'assembler les éléments qui se ressemblent. Mais comment est-ce qu'on sait qu'un élément se ressemble? Mathématiquement parlant, on ne peut pas savoir qu'il s'agit des mêmes couleurs, il s'agit des mêmes couleurs de peau ou bien des mêmes tailles. Mathématiquement parlant, on parlera ici là de distance. Quelle est la distance qu'il y a entre nos données? Donc, d'une donnée à une autre, quelle est la distance qu'il y a? On prendra donc en communauté, en groupe, les distances les plus petites ou alors l'ensemble des données dont la distance est très petite entre elles. On les mettra dans une communauté et on en fera de même pour d'autres données. C'est ça qui créera à la fin de la journée des communautés ou bien ce qu'on appelle un regroupement. C'est ça l'idée qui est derrière le clustering. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais on va calculer les distances qu'il y a entre elles. On va calculer les distances qu'il y a entre les données et on va les regrouper en fonction des distances. Celles qui ont les distances les plus proches entre elles, ça veut dire qu'elles ont une nature commune. Donc en gros, c'est ça l'idée du clustering. Et ça s'applique très souvent dans des contextes de regroupement ou de détection des communautés ou de segmentation d'images. À côté de la collection, qui est ici ce qu'on appellera la donnée, on a également ce qu'on appelle la matrice de dissimilarité, qui est l'ensemble des distances qui existent entre les données. Mais alors, on parle ici de distance. Quelles sont les distances que l'on utilise? La distance la plus commune en machine learning, c'est ce qu'on appelle la distance euclidienne, qui est définie de cette façon. On ne fera pas des cours de mathématiques dessus. Donc, la distance euclidienne
Elle est très utilisée en machine learning. Malheureusement, elle n'est pas recommandée dans tous les contextes parce que la distance euclidienne ne pèse pas la différence de dimension. Je vais vous prendre un cas. Je prends l'exemple de la maison, ok? J'aime bien le secteur immobilier. Parlons ici de l'immobilier. Je prends l'exemple de la maison où, lorsqu'on veut par exemple évaluer une maison, on parlera du prix de la maison qui sera exprimé en, je dis n'importe quoi, en millions de dollars. On parlera par exemple de l'âge de la maison, combien d'années ça a déjà fait, peut-être la maison a 5 ans. On parlera du nombre de chambres, qui serait quoi, 5, disons de 2 à 5 ou même de 2 à 15 chambres. On aura pratiquement la square feet, comment ça se dit, la dimension de la maison, je dis n'importe quoi, 500 mètres carrés. On aura la couleur de la maison qui pourrait être une couleur blanche. On aura, est-ce que c'est une maison en étage, disons yes or no, est-ce que c'est une maison en étage, oui ou non, pour simplifier. On ne mettra pas le nombre d'étages, c'est pas utile. Donc il y a comme ça plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans l'évaluation d'une maison. Maintenant, vous voyez que le prix n'est pas de la même dimension que le nombre d'années, ni du nombre du square feet, la dimension de la maison. Le prix, il est évalué en centaines de mille. Du coup, si vous voulez utiliser les distances euclidiennes dans le cadre d'une maison comme celle-ci, vous risquerez à biaiser vos calculs parce que on aura un calcul qui serait en centaines de milliers, tandis que d'aucuns seront en dizaines. On n'aura jamais une maison qui a 1 million d'années, On n'aura pas une maison qui aurait 1 million de mètres carrés. Donc, les différences qu'il y a entre les données, les différences de dimensions ou d'échelle qu'il y a entre vos données sont très importants à considérer. Et je vous l'ai expliqué en profondeur lorsqu'on parlait de la réduction de dimensions dans la précédente vidéo. Je vous laisserai donc le soin de regarder cela. Alors, la dimension euclidienne, pour revenir, n'est pas du tout très souvent recommandée pour analyser vos données. Toutefois, il y a cette possibilité de normaliser vos données, qui est une étape qu'on a également parlé dans la précédente vidéo, la normalisation. C'est une étape très importante en machine learning. Très importante. Alors, pour ne pas courir le risque de perdre assez de temps, il y a également la distance de Minkowski, qui est une généralisation de la distance euclidienne. Elle se définit de cette façon. Donc, vous remarquerez que dans la distance de Minkowski, tout est généralisé. C'est en fait la distance euclidienne généralisée avec k égale à 2. Pour k égale à 2, on a une distance euclidienne. Et également la distance de Manhattan ici, c'est k égale à 1. Donc, ça c'est une version généraliste de la distance euclidienne de la distance de Manhattan. Une fois de plus, en fonction de ce que vous voulez faire, vous utiliserez donc la distance adaptée. Maintenant, parlons des données binaires. En termes de données binaires, vous ne pouvez pas juste utiliser la distance. Je prends un exemple. Est-ce que c'est un homme ou une femme? C'est binaire. Vous ne pouvez pas juste utiliser la distance de Minkowski. Ça pourrait être biaisé. Donc, il y a ce qu'on appelle la distance de Hamin, qui est très pratique pour cela. Il y a également la distance de Jacquard. Il y a la distance cosinus, qui est très souvent utilisée lorsqu'on parle de données textuelles ou des vecteurs. Donc, en fonction, une fois de plus, du type de votre donnée, des types de vos données, vous utiliserez donc la distance appropriée. Revenons sur quelque chose de très important sur le clustering, c'est quels sont les critères pour effectuer le clustering. Je vous ai dit qu'il y a la notion des données qui sont importantes, la notion de données qui est importante. Quelles sont vos données, à quoi est-ce que ça ressemble? Il y a le détail de la distance. Qu'est-ce que l'on utilisera comme métrique pour évaluer la distance qu'il y a dans vos données? Un autre point, c'est le critère. Dans notre cas pratique, on a ce qu'on appelle l'homogénéité et la séparation. Alors, si je veux regrouper des communautés, ok, je
pense que je ferais mieux de vous expliquer cela. Si j'ai des communautés comme celle-ci que je veux regrouper, il y a plusieurs possibilités. Soit j'associe les communautés qui sont proches les unes des autres. Soit j'associe les communautés qui sont proches les unes des autres. Ou alors, je sépare les communautés qui sont éloignées les unes des autres. Donc, c'est ça qu'on appelle l'homogénéité et la séparation. L'homogénéité consiste ici à regrouper les données qui se ressemblent le plus ou éventuellement à séparer les données qui ne se ressemblent pas assez. C'est pratiquement la même chose. Donc, c'est une histoire juste de formulation. Quelqu'un peut travailler avec l'homogénéité, tandis que d'autres peuvent travailler avec ce qu'on appelle la séparation. Et bien sûr, il y a certains cas où maximiser les données pourrait être plus difficile que les minimiser. Donc, encore en fonction des données, vous trouverez le critère le plus approprié pour votre clustering. Donc, je prends le cas ici, je viens de vous l'expliquer. On parle plus de maximiser la séparation et de minimiser l'homogénéité. Et pour ceux qui sont un peu familiers avec ce qu'on appelle la notion de complexité, ils comprendront que maximiser une donnée est plus en temps polynomial. Quand on parle de temps polynomial ici, la complexité polynomiale, c'est pour dire c'est meilleur en tout cas que la complexité NP difficile, NP hard ou NP complet. Je n'entrerai pas trop dans les détails dessus, mais c'est juste pour vous dire que maximiser dans le cas pratique ici, la séparation est beaucoup mieux que minimiser l'homogénéité. Donc soyez sage lorsque vous travaillez dessus. Un concept très important encore, c'est ce qu'on appelle les types de clustering. Il existe deux grands types de clustering. Il existe ce qu'on appelle la partition et l'hiérarchie. Personnellement, j'aime bien l'hiérarchie parce que c'est plus facile, mais pas vraiment utilisé en pratique. Parce que voilà, les données ne sont pas aussi faciles à comprendre pour les hiérarchiser. Du coup, en pratique, c'est la partition qui revient le plus souvent. Mais de façon générale, quels sont les types de regroupement, des types d'algorithmes de regroupement ou des algorithmes de clustering? Il y a des clustering ou des algorithmes de clustering qui sont basés sur les centres. Il y a les algorithmes de clustering qui sont basés sur l'hiérarchie. On reviendra dessus. Et justement, c'est en rapport avec cette notion de hiérarchie, ce type de clustering. Il y a des algorithmes qui sont basés plus sur les densités et d'autres basés sur le mélange. Mais qu'est-ce que cela signifie très exactement? Commençons par la notion de centre, qui est une notion très populaire en machine learning, le K-means, K-moyenne, les K-moyennes. Donc, l'idée, c'est que ici, dans cette notion basée sur les centres, laissez-moi vous prendre un cas pratique. Alors, on aurait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je mets n'importe quoi. De façon générale, on veut regrouper ces données-ci. Je viens de vous parler de l'homogénéité, je vous ai parlé également de la séparation. Une idée la plus pratique, c'est juste de regrouper les données qui se ressemblent. Et c'est ça l'idée principale de ce qu'on appelle l'algorithme des cas moyennes. Alors l'algorithme des cas moyennes va faire ce qu'on appelle, voici l'algorithme principalement, comment ça s'effectue. On va procéder à ce qu'on appelle l'initialisation des centres. Avant de commencer l'algorithme des cas moyennes, vous êtes censé dire exactement combien de clusters vous souhaitez obtenir. Malheureusement, avant d'utiliser cet algorithme, vous devez préciser le nombre de groupes, de communautés que vous souhaitez créer. Et dans le cas pratique, on peut ici se dire quoi? Disons 4 communautés, sachant que l'ALU des données nous donne, l'ALU des données en fait, nous présente ici 4 communautés de façon générale. Mais c'est un algorithme très difficile parce que justement, il faut préciser le nombre de communautés dont vous ne pouvez pas toujours savoir en avance. L'algorithme des cas moyennes va donc initialiser ce qu'on appelle les noyaux. C'est ça la première étape, l'initialisation des noyaux ou des centres, des kernels si vous voulez en anglais. Donc,
aléatoirement, l'algorithme va se dire, ok, je peux prendre celui-ci comme centre, je prends ce bonhomme comme centre, je prends ce bonhomme comme centre, je prends ce bonhomme comme centre. Disons qu'on avait demandé 4, disons même pas 4, disons 3 clusters. Donc ce bonhomme et ce bonhomme ont été choisis comme des centres. Ça, c'est de façon aléatoire. La deuxième étape de l'algorithme consiste à mesurer la distance. Mesurer la distance qu'il y a entre chaque cluster et son centre. Donc, l'idée, c'est de mesurer la distance qu'il y a entre celui-ci et celui-ci, la distance qu'il y a entre celui-ci et celui-ci, la distance qu'il y a entre celui-ci et celui-ci, et clairement aller pour le centre le plus proche. Du coup, de façon intuitive, voici la distance la plus proche, voici la distance la plus petite, la distance la plus petite, la distance la plus petite, la plus petite, la plus petite. Éventuellement, celle-ci est plus petite, celle-ci sera plus petite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, de façon aléatoire, on a initialisé les noyaux ou les centres. Ensuite, on calcule les distances de chaque point au centre et on va donc regrouper ensemble les points dont les distances par rapport à leur centre sont les plus petits. Vous voyez donc que déjà les communautés commencent à se créer de cette façon. Les communautés commencent à se créer de cette façon. Alors, une fois que c'est fait, la prochaine étape consiste donc à affecter ces données-là au centre les plus proches. C'est ce que je viens de vous expliquer. La suite consiste donc à mettre à jour les centres. Alors, désormais, on a ces données qui sont voilà, représentées de cette façon. Ou alors, ce nouveau cluster qui est représenté de cette façon. L'idée donc consiste à mettre à jour le centre. Je prends cet exemple-ci. Ayant un cluster comme celui-ci, quelle peut bien être la position idéale pour que ce cluster-ci soit plus centré que cela? Clairement, ça pourrait être désormais un point qui se trouve quelque part ici. Donc, le point-ci va désormais migrer à ce point-ci. On va mettre à jour son centre. Désormais, ce n'est plus ce point-ci qui sera le centre. C'est ici, ce sera désormais celui-ci le centre. En d'autres termes, il va être mis à jour. Ce point-ci également, du moins ce cluster-ci également, sera revu. Probablement, ceci est assez centré. Disons que son centre désormais va bouger à quelque part ici. Ce sera désormais son centre ici. Ce n'est pas le nombre de points qui augmente. Attention, c'est la position du centre qui augmente. Et le centre n'est pas nécessairement relié à un point. C'est très important à mettre à porter ici comme critique. Le centre n'est pas un point. Le centre, c'est une position. Ce n'est pas nécessairement un point. Donc, au départ, aléatoirement, on donne à la position centre un des points quelconque. Mais au fur et à mesure qu'on avance, le centre est changé, mais pas les points. Parce que les points en question, ce sont des données. Alors, je vais continuer. La même chose ici. Le centre qui est ici viendra probablement ici. Quelque part là. Donc, ce sera mis à jour. Ensuite, donc, on va répéter le processus plusieurs fois jusqu'à ce que on réalise que tous les points sont littéralement bien calibrés. Ça veut dire quoi? La distance à leur centre le plus proche ne change plus, même après avoir mis à jour le centre. Même après avoir mis à jour le centre, la distance au centre ne change plus. Du coup, désormais, on aura donc comme ça des clusters et comme ça des clusters. C'est ça l'idée de l'algorithme du K-means ou K-moyenne. J'espère que jusqu'ici, on est ensemble. Et comme je vous l'ai dit, quand on parle d'algorithme de distance, il y a bien sûr la notion de distance qui entre en jeu. Dans ce cas pratique, on peut utiliser cette distance. On peut utiliser les distances que je vous ai expliquées par le passé, que ce soit de Jacquard, de Minkowski et d'autres distances comme celle de cosinus.
parlons de la notion d'erreur. La notion d'erreur est très importante en clustering, qui est que plus on a un nombre de clusters élevé, moins on a d'erreurs. Ok? Je vous explique. Admettons qu'on avait par exemple 5 clusters. Ça veut dire qu'idéalement, on aurait eu celui-ci comme cluster, celui-ci comme cluster, probablement celui-ci comme cluster, ceci comme cluster, ceci comme cluster. 1, 2, 3, 4, 5. La notion d'erreur serait beaucoup plus réduite quand on a plus de clusters. Gardez cela à l'esprit. Alors, parlons des algorithmes hiérarchiques, c'est très important. En termes d'algorithmes hiérarchiques, il y a ce qu'on appelle l'approche par agglomération qui comporte ce qu'on appelle le single linkage et le complete linkage. Il y a également les approches par division. En gros, l'approche par agglomération, c'est que justement, on va agglomérer des données, on va les regrouper de la même façon que on vient de faire pour les k-means, mais l'approche est différente. Tandis que l'approche par division, c'est qu'on va séparer, on va chercher les... Ok, je vous explique. L'approche par agglomération, c'est ce qu'on vient de faire. On va agglomérer, on va créer des agglomérations. Tandis que l'approche par division, c'est qu'on va aller sur la base que tout ceci représente un cluster. Ensuite, on va casser ceci en deux. On aura donc plusieurs morceaux comme ça. Ensuite, on va les casser en deux. On va les casser, je veux dire, en plusieurs. On aura donc plusieurs morceaux. Ce papier commence déjà à être sale. Donc, c'est ça l'idée de l'approche hiérarchique et l'approche par agglomération. Alors au départ, je vous ai fait un petit spoiler. Quand on parle de single linkage, l'idée ici c'est de regrouper les plus similaires, les données les plus similaires. Tandis que lorsqu'on parle de complete linkage, l'idée c'est d'éloigner les données les plus dissimilaires, les plus non similaires, C'est ça l'idée en fait derrière ces deux algorithmes-là. Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle, l'algorithme de DBS-SCAM, qui est Density Based Spatial Clustering of Application with Noises. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs types d'algorithmes. Quand on parle de clustering, il y a l'algorithme basé sur les centres, l'algorithme basé sur l'hiérarchie, et ensuite l'algorithme basé sur la densité, et enfin par mélange. Alors, quand on parle d'algorithme basé sur la densité, l'idée ici, c'est de représenter nos données, de visualiser nos données sous forme de densité. Je vous prends un exemple comme... Je vais prendre un autre exemple. Admettons que voici nos données qui sont de cette façon, représentées de cette façon. Là, je fais du n'importe quoi. Alors, voici nos données sont représentées de cette façon. L'algorithme de clustering, ce que ça fera, que ce soit le k-mean qu'on a vu, que ce soit l'agglomération qu'on a vu, ce que ça fera, c'est que ça va regrouper probablement ceci dans un cluster, regrouper ceci dans un cluster, ceci dans un cluster et ceci dans un cluster. Ok? Ça, c'est une possibilité. Ça va les regrouper par cluster selon les principes qu'on a vus tout à l'heure. Tandis que l'algorithme basé sur la densité, tel qu'on peut voir, on réalise qu'en fait, s'il faut ressortir intuitivement des clusters ici, ceci représente un cluster, celui-ci représente un cluster. Clairement, ça représente des clusters. Donc, les algorithmes qu'on vient de voir précédemment sont juste biaisés quand il s'agit de ce type de représentation de nos données. Du coup, qu'est-ce qu'on fera? On emploiera cet algorithme très connu sous le nom de DBSCAM. DBSCAM, difficile à lire. DBSCAM, c'est donc cet algorithme-là qui va employer cette approche de densité pour regrouper nos clusters. J'entrerai pas vraiment dans les détails dessus. J'espère que vous pourrez faire des recherches dessus. Alors, c'est un algorithme très robuste au bruit. Et il est très utilisé quand il s'agit en fait des données qui sont représentées sous cette forme de densité. Le dernier point que je souhaite que l'on aborde, c'est le point de mélange c'est le point de mélange de gaussienne. Les mélanges gaussiennes ici vont sous cette idée qui est que
Les données ne peuvent pas juste soit appartenir à un cluster, soit ne pas appartenir à un cluster, you know. C'est un peu comme le métis. Le métis n'est pas nécessairement blanc, il n'est pas nécessairement noir. Donc s'il faut faire une représentation de la population, on ne peut pas se dire que ce genre de personnes n'ont juste pas de cluster. Si on veut aller sur des clusters de deux grandes catégories, soit noirs, soit de couleur cocasse, donc on ne peut pas juste dire qu'ils ne sont pas quelque part. Du coup, l'algorithme de mélange de Gaussienne, l'idée en fait du mélange de Gaussienne, c'est que justement, ça s'inspire des probabilités gaussiennes, qui est qu'on se dit, chaque point a une probabilité d'appartenir à un cluster. Ça n'appartient pas nécessairement à un cluster. C'est pas blanc ou noir, c'est pas yes or no, c'est pas 1 ou 0. Ça a une probabilité d'appartenir à un cluster. Et du coup, ce qu'on fera donc, c'est d'attribuer à chaque point, à chaque donnée, une probabilité d'appartenir à l'ensemble des clusters que l'on aurait prédéfinis. Et donc, en fonction des résultats, quand je parle d'attribuer ici, c'est clairement basé sur une certaine loi de probabilité qui est cet ensemble de lois. Donc, selon une probabilité, selon une certaine fonction de densité conditionnelle, un ensemble de probabilités serait attribué à chaque donnée selon la probabilité a priori du choix de la gaussienne, selon la fonction de densité marginale. Bref, on attribue en fait une loi de probabilité qui nous permet de définir cet ensemble, donc cette fonction de densité ou cet ensemble de probabilité d'appartenir à un cluster. Et c'est à partir de là que l'on définit donc, ok, s'il faut faire du clustering des personnes appartenant à ce groupe, quelle est la probabilité pour que telle donnée appartienne à ce groupe-là? Et donc, on fédérera la probabilité maximale en fonction de la loi de probabilité qu'on a définie, parce que ça peut varier, les probabilités maximales d'appartenir à ces groupes, et c'est ainsi qu'on aura et on obtiendra un cluster final. Donc c'est ça l'idée de mélange de Gaussienne. Là on a vraiment mis du temps. J'espère que ceci aura été utile pour quelqu'un. On est à pratiquement 30 minutes de recording. Donc l'idée en fait du clustering, c'est de se dire, on a des données dont on ne sait pas exactement ce que c'est. On ne sait pas ce qu'il y a dans ces données-là. Quelle est l'approche idéale pour regrouper nos communautés, ne sachant même pas ce que c'est comme communauté? C'est ça l'idée. Alors, si vous êtes intéressé plus à l'idée de structurer sous forme d'hiérarchie, vous irez donc avec cette approche hiérarchique qu'on a vue, des algorithmes hiérarchiques. Si c'est plus une notion de partition, de partitionner les données, ok, vous irez donc sur une approche d'algorithme de partition. Et si vous êtes plus intéressé par la notion d'appartenance, quelle est la probabilité que celui-ci soit criminel ou pas? Quelle est la probabilité que telle personne soit un bandit ou pas? Si c'est ce genre de questions qui vous intéressent, vous irez donc sur des approches qu'on appelle des modèles légers ou des modèles soft, notamment des mélanges gaussiens. Beaucoup d'énergie, j'espère que le point, vous avez compris en fait. L'idée derrière ces algorithmes, c'est très important de comprendre les fondamentaux des techniques. Ça fait que lorsque vous utiliserez cela dans Python, dans ces différents logiciels, vous saurez sur quels paramètres jouer pour obtenir tel résultat. J'ai pris l'exemple des k-min. Vous saurez que si j'ajuste les cas, si j'augmente les cas, j'aurai moins d'erreurs, plus de précision, mais c'est encore tricky. You know, c'est pas aléatoirement que l'on se dise je veux 10 communautés, je veux 20 communautés. Il y a un travail de fond, il y a un algorithme qui nous permet de définir certains paramètres de façon générale en machine learning, et c'est ça l'idée de ce type de vidéo. J'espère que jusqu'ici on est ensemble. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, mon nom c'est Elnathan Tiokou, je suis étudiant en doctorat à Polytechnique Montréal, et sur la chaîne on parle donc davantage de machine learning, des études surtout, des bourses d'études, mais également des détails pratiques comme ceci, question d'aider le maximum de personnes. Si cette thématique t'intéresse, abonne-toi, active surtout la cloche de notification
pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et avant de partir, je te laisserai donc un ensemble de vidéos quelque part là en haut, en rapport avec les bourses d'études et surtout la playlist des précédentes vidéos de cette série de formation en data mining. Enfin, j'ai trouvé du temps pour faire ces vidéos, donc j'espère bien que ceci a aidé quelqu'un et je te donne donc rendez-vous dans ces vidéos-là. D'ici là, stay hungry, stay foolish. Peace.